technologique. Il y avait plusieurs choses qu'on faisait à la main avant que l'on fait maintenant de façon assistée, et ou alors pour faire la même chose. Par exemple, vous avez des exemples de ces ouvrez n'importe quelle armoire d'une cuisine occidentale moderne, puis il y a un petit appareil électrique qui fait à peu près tout ce que vous voulez. Ça, c'est un exemple. Ou alors, on multiplie les appareils qui ont la même fonction. On vivait avec une glacière à une certaine époque. On a introduit le réfrigérateur, qui était pas très performant d'ailleurs, mais au moins qui faisait 10 pieds cubes. Puis maintenant, dans certains foyers, on trouve un gros frigo de 20 pieds cubes. Il y en a un dans le sous-sol dans lequel on met la bière, et on ajoute à ça aussi un congélateur pour remplir la même fonction au départ. On a plusieurs appareils qui vont faire la même chose. On a des voitures aussi qui, au lieu de consommer beaucoup moins, en fait, ont pour la même consommation un nombre de chevaux-vapeur absolument impressionnant. Des voitures qui ne font que 70 HP, il y en a très très peu aujourd'hui, puis on en trouve plusieurs qui font 300 HP et plus, alors que le bien fondé d'avoir une telle puissance n'est pas très grand. Donc la consommation change pas beaucoup. C'est ça qui explique qu'il n'y a pas un fléchissement qui suit l'augmentation technologique, si on veut, ou les progrès technologiques qu'on pourrait faire pour mieux consommer l'énergie. L'efficacité énergétique est donc utilisée pour nous permettre de multiplier les dépenses, les sources de dépenses énergétiques. Oui, l'efficacité énergétique, c'est ou bien faire la même chose à moindre coût, ou bien faire davantage pour le même coût. Puis nous, on a choisi l'option 2. Donc, on est des progressistes, on est des gens qui veulent aller vers davantage que vers le statu quo. Alors, c'est ça qui explique la situation. En partie, là, on peut pas en quelques minutes faire le tour de la question de ce côté-là, mais grosso modo, c'est ce qu'on constate comme effet global. Malgré tout, quand on revient aux comparaisons qu'on a fait tout à l'heure avec la Tunisie, avec l'Europe, on s'aperçoit qu'il y a quand même du jeu pour diminuer réellement notre consommation moyenne, tout en préservant un niveau de vie, une qualité de vie élevée. Il faut pondérer certains facteurs aussi. Les gens vont nous parler de la charge de chauffage globale de gens qui habitent en Amérique du Nord, au nord du 45e degré parallèle. Il est vrai qu'on consomme beaucoup d'énergie pour tout simplement arriver à survivre dans un environnement que certains vont qualifier d'hostile, puis que moi j'apprécie beaucoup. On appelle ça l'hiver. Mais donc, on consacre beaucoup d'énergie à déneiger nos routes. Donc, c'est de l'énergie importante, puis aussi à chauffer nos maisons. Mais ça n'explique pas notre consommation globale tant supérieure. Il y a nos rapports à l'énergie même, comme ça, là, on va entrer dans un terrain qui est marécageux, je dirais, là, mais le coût de l'énergie, on en entend beaucoup parler aussi. On a vu André Caillé, Alban Damour, des figures de proue de l'économie et puis du domaine de l'énergie qui ont pris des positions par rapport à une augmentation des tarifs. C'est sûr que quand c'est pas cher, une façon de contrôler la température quand il fait trop chaud dans un immeuble l'hiver, on ouvre la fenêtre pour abaisser la température. C'est une façon de faire qui fonctionne très bien d'ailleurs, mais qui est peut-être pas la meilleure. Entrez dans un hôtel, même de luxe en Europe, puis vous arrivez sur votre 3e étage où vous avez votre chambre, puis il fait noir, puis tout ce que vous voyez dans le couloir en sortant de l'ascenseur, c'est un petit bouton illuminé sur lequel vous vous empressez d'appuyer, puis là, ça illumine les couloirs et vous vous rendez à votre chambre. Ça, c'est dans un hôtel particulier, privé, pour lequel vous payez, mais ça se répercute partout à grandeur du pays où on n'éclaire pas des couloirs pour rien en Europe. Puis ça fait 20, 30, 35 ans que ça dure. Ici, ça serait impensable de réfléchir même à ce système de minuterie qui n'éclairerait que pendant 2 ou 3 minutes, le temps où on sort d'un ascenseur ou d'une cage d'escalier pour aller à son appartement. Petit geste, allez-vous me dire, mais qui est grand. L'autre aussi, c'est d'avoir chez nous domestiqué 60 gallons d'eau à 65 degrés Celsius à longueur d'année. Alors qu'il y a plein de gens qui s'en servent pas de ça. Et même le petit volume qu'on appelle le 40 gallons, là, pour une personne, c'est beaucoup d'énergie qui est stocké là et qui sert à rien. Puis tout ce qu'on fait, en fait, c'est que tranquillement, pendant la journée, il y a une déperdition thermique. On change de l'énergie électrique en énergie thermique. Et puis, c'est un paradigme, c'est quelque chose qu'on questionne pas et qu'on fait depuis des années. On se pose pas la question sur le faire, alors qu'en Europe, souvent, c'est un petit appareil au gaz naturel qui chauffe à la demande l'eau dont on a besoin. Est-ce que vous voulez dire que le vrai problème, finalement, dans l'efficacité énergétique, c'est pas tant la technologie que notre façon de réagir face à celle-là?
Je vais faire une parenthèse en disant que la technologie, c'est jamais une solution à un problème social. C'est toujours autre chose. La technologie peut appuyer certaines choses, on peut l'utiliser à bon escient, mais la technologie ne sera pas une solution. Ici, on pense à notre rapport à l'énergie, par rapport à d'autres pays aussi, mais par rapport aussi à la capacité de la Terre de produire. Et c'est un peu là que je suis inquiet. C'est que dans un avenir pas trop éloigné, les terriens en général vont s'apercevoir qu'ils ne pourront pas maintenir la cadence de production de toutes les bébelles que requiert l'économie de marché parce qu'ils vont manquer de carburant. Puis quand je parle de carburant, c'est au sens très large pour exercer toutes les modifications sur les matières premières. Puis quand je parle de matières premières, je parle d'agriculture ou n'importe quoi qui est aussi très, très mécanisé puis dans laquelle on injecte une quantité d'énergie considérable. On va en manquer. Donc, il va falloir qu'on backtrack et qu'on réduise la quantité d'énergie. Puis pour ça, ça va prendre, et là on m'amène sur mon thème favori, une certaine sobriété énergétique. Daniel Rousse, que devons-nous faire pour atteindre cette sobriété énergétique? Globalement, tous les pays aussi s'entendent pour ça, qu'on réduise la quantité d'énergie que l'on va consommer, donc qu'on réduise notre impact sur l'écosystème, sur la Terre en général. Et ça, c'est un gros défi. Ça va être un très gros défi parce qu'on peut pas le faire tout seul. La sobriété énergétique, c'est plus que l'efficacité énergétique pour vous. Pour moi, c'est la première source d'énergie. Quand on consomme pas d'énergie, l'énergie non consommée, c'est un rendement de 100%. Alors que tous les autres procédés, vous le savez bien dans la nature, vous êtes physicien de formation, il n'y a rien qui a un rendement de 100%. Alors le mieux, c'est de s'en passer, c'est certain. Et ça, c'est un point de vue strictement ingénieur, vous allez me dire, point de vue rendement ou efficacité, mais même d'un point de vue sociétal, c'est quelque chose qu'on va devoir encourager. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Ben en fait, on le fait déjà un peu avec des moyens qui sont modestes et les initiatives qui ont lieu, je dirais, depuis Kyoto, disons une vingtaine d'années, on va avoir un effet d'amortir un peu la chute qui nous guette et qui nous menace parce qu'on le voit arriver. On met en œuvre certaines initiatives qui vont devoir devenir des impératifs, qui ne seront pas juste des options. À partir d'un certain temps, il va falloir qu'on le fasse. Comme par exemple? Vous voulez dire? Quelques exemples de ces initiatives? Il y a par exemple, on essaie de diversifier la manière dont on va rouler. Il y a différentes initiatives de ce côté-là, la augmentation du transport en commun. C'est une bonne chose. On tente de densifier certains quartiers des grandes villes de façon à ce qu'il y ait moins de gens qui aient besoin de travailler. Favoriser le télétravail, 20 ou 40% du temps pour certaines catégories d'emplois qui peuvent le permettre de ne pas se rendre au bureau, donc de sauver des transports. Puis on a aussi d'autres initiatives qui sont de changer, on appelait ça quand j'étais petit, changer 4,30 sous pour une pièce, c'est-à-dire prendre toutes des autos à essence puis en faire des voitures électriques. Puis pour moi, ça fait partie du cocktail, mais c'est vraiment pas une solution viable non plus. L'idée, c'est d'avoir moins de transport personnel. Donc le covoiturage, le transport en commun, ce sont des solutions qu'on voit arriver tranquillement. On en parle beaucoup, mais un jour, ça va être impératif. Ça sera plus une question, on a le choix. Quand vous allez arriver à la station-service, on va vous dire, revenez la semaine prochaine. Cette semaine, on n'a pas. Ça va être encore plus difficile que de dire, ça coûte 2,50 $ le litre pour remplir le réservoir. C'est parce qu'il n'y en aura pas. Il va falloir qu'on s'arrange différemment, qu'on s'organise différemment. Et ça va arriver sur une période de temps qui, je l'espère, va être la plus longue possible. Mais ça va se produire. Il va y arriver des difficultés, puis pas d'un coup non plus. Là. Et là, j'irai pas dans des scénarios à catastrophe. Je suis pas un devin non plus. Ma formation, c'est une formation très technique, mais je sais qu'on consomme beaucoup trop d'énergie pour la quantité qui nous reste en réserve sur la Terre et pour notre habilité à domestiquer celle qui nous provient du Soleil directement ou indirectement. Pourtant, c'est pas facile de changer les habitudes. Par exemple, on voit juste dans la région de Montréal avec les grands travaux, la circulation qui est difficile, on pourrait imaginer que ça encourage les gens à se tourner vers des alternatives, à demander des alternatives. Or, c'est pas tant que ça qu'on sent que simplement des gens qui sont exaspérés par les travaux. Donc, on voit pas un changement d'habitude réel ici.
Ben ça, c'est des premiers symptômes. Là, ce que je vais dire va peut-être faire sourciller certaines personnes. D'autres vont dire que ça a du sens. Mais il y a des villes qui ont été prises avec ces problèmes-là bien avant nous. Les gens se disent, ouais, mais si Maisonneuve n'avait pas fondé sa maudite ville dans une île, on serait pas pris avec tous ces ponts-là. Il y a pire que ça. Pensez à Stockholm. Stockholm, c'est, dépendamment si on prend le petit Stockholm ou le grand Stockholm, c'est installé sur 14 îles. C'est vraiment le bordel, si vous